Penser, agir en simplicité repose sur deux grandes démarches. C'est ma façon d'avoir intégré les apports de Edgar Morin. D'une part, une ouverture dimensionnelle, qui est une représentation, je dirais, graphique, visuelle du monde, géométrique, à plusieurs dimensions. Et la dimension que j'ai retenue, c'est une dimension multipolaire, quatre pôles et leur interaction. Ce premier changement cognitif, apprendre à penser, à représenter à travers cette ouverture dimensionnelle de la réalité passée, de la réalité future à venir, telle que je l'imagine, et de la réalité du présent. La deuxième dimension et le changement cognitif qui s'en réfère, c'est l'ouverture complexe qui vont d'une façon de penser, de rationaliser, de raisonner en termes de système cause-effet, puis de système d'approche systémique, puis d'approche complexe, avec dans cette notion de complexité un rapport très étroit à l'incertitude. Ces deux dimensions sont deux modalités de fonctionnement du cerveau qui sont très différentes et qui peuvent s'hybrider, se nourrir mutuellement. Je reprends ici cette petite réflexion pour s'échauffer. Je considère un petit cube, ce petit cube étant soit de l'acier, soit du plastique, soit un millefeuille. Et ce petit cube, je vais essayer de le déformer de différentes façons. Alors, je peux le comprimer ou le mettre en traction, en étirement. Je peux le cisailler. Je peux le faire subir des rotations. Et puis, je peux aussi le peler. Cet ensemble de modifications s'effectue par des efforts avec des coefficients de cisaillement, coefficients de pelage, coefficients de rotation et de torsion et coefficients de compression et étirement. Et pour chaque dimension, nous avons ces différents facteurs, tension, contrainte de compression, cisaillement, torsion et puis pelage. Et en fait, cet ensemble de facteur peut être représenté comme un tenseur qui va être activé par un vecteur de déformation ou de déplacement. Et ce tenseur représente les multiples pôles de transformation de ce petit cube. Je vais faire une analogie avec ce qui se passe dans le cerveau. David Roudrop est un neuroscientifique qui a passé son doctorat sous la houlette de Francisco Varela et nous a présenté donc une modélisation du cerveau en deux grandes parties. Une partie de captation du réel, la sensibilité, les actions de contrôle des signaux extérieurs, de nos perceptions. Donc, nous allons aussi lire de nos représentations mentales. Et puis, de l'autre côté, nos capacités à raisonner, à réfléchir, à prendre en compte les approches statistiques. Le cerveau bayésien, comme dit Stanislas Dehaene. Alors, pour décrire un espace-temps,
David Rudolph nous a montré l'utilisation d'un tenseur qui va, avec des analogies très fortes, ce que je viens d'expliquer juste avant en mécanique des corps solides, va nous permettre de modéliser l'espace et sa transformation, que ce soit la scène de danse de Matisse ou un paysage. Voilà donc un modèle de mise en œuvre de ce que j'appelle l'ouverture dimensionnelle de notre pensée. Et en fait, deux logiques s'hybrident, celle de ce moteur de rendu subjectif de géométrie projective qui va interférer avec le moteur d'inférence, de raisonnement, statistique, etc. Et donc, nous allons avoir l'échelle de complexité qui va être du côté du moteur d'inférence et la représentation multipolaire du côté du moteur de rendu subjectif. Il est évident que du côté subjectif, eh bien, les organisations sont arbitraires. Et au niveau de moteur d'inférence, eh bien, il va y avoir un choix ou un méta-choix du mode de raisonnement, de la logique. Et nous allons avoir ainsi une dialogique qui va se mettre en œuvre, d'une part entre les moteurs d'inférence et d'autre part entre le moteur d'inférence sélectionné et le moteur de rendu subjectif. Je vais maintenant vous proposer un court extrait de la parole de Edgar Morin dans un de ses discours. Si vous voulez, on peut dire que dans la réalité, dans la nature, les choses ne sont pas séparées comme dans les universités. Vous n'avez pas d'un côté la botanique, la zoologie, la microbiologie, la climatologie. Vous avez en fait toutes ces choses-là sont liées les unes aux autres dans ce qu'on appelle maintenant, qu'on connaît un peu l'écologie, les écosystèmes. Les écosystèmes, c'est un ensemble de relations entre tous les êtres vivants et le milieu physique, composé d'interactions, de rétroactions, et qui crée une organisation spontanée. Et ça, c'est complexe, parce que tout nous lie les uns aux autres. Nous-mêmes, nous sommes reliés à cette nature extérieure que l'on croyait dominer, parce que nous en dépendons d'elle, pas seulement parce que nous allons avoir éventuellement un réchauffement climatique ou de nombreuses pollutions qui dégradent la biodiversité, mais parce que nous avons besoin pour nous nourrir, pour nous alimenter. Donc, si vous voulez, la complexité, c'est dans le fond le fait que les choses ne sont pas isolées, ne sont pas séparées. Quand vous avez un événement, si vous isolez l'événement et vous êtes incapable de le lier à son contexte, par exemple son complexe, il est évident que vous ne le comprenez pas. Ah, on vous dit, les djihadistes arrivent sur Bagdad. Pourquoi, comment, etc. Si vous ne connaissez pas un peu l'histoire du Moyen-Orient, si vous ne connaissez pas les événements récents, si vous ne connaissez pas un certain nombre de choses, vous ne comprenez rien. Donc, relier, voilà le problème de la complexité. Alors, qu'est-ce que ça révèle? Si nous n'arrivons pas à bien décrire, si nous n'arrivons pas à bien expliquer, cela révèle qu'il y a une incertitude dans notre connaissance et dans notre pensée, qu'il y a une lecture. Alors, il y a ce que j'ai appelé l'écologie de l'action. Qu'est-ce que c'est que l'écologie d'action? C'est que quand vous décidez une action, l'action va échapper à votre intention pour entrer dans un monde d'interaction et de rétroaction qui parfois vont retourner l'action sur votre tête et vous démolir. Remarquez, c'est ce qui est arrivé à Napoléon, c'est ce qui est arrivé à Hitler, c'est ce qui est arrivé à Napoléon III. Enfin, et c'est ce qui arrive peut-être, va peut-être arriver à notre président. Enfin, je veux dire que nous avons ce problème. Alors, ça veut dire il faut savoir que toute décision est un pari et examiner qu'elle comporte des risques. Il ne faut jamais être sûr qu'on prend la bonne décision.
C'est ça qui est très important. Et deuxièmement, une fois que l'action est commencée, il faut la suivre avec une stratégie. Qu'est-ce que c'est que la stratégie? La stratégie est différente du programme. Parce qu'un programme, vous avez une même finalité qu'une stratégie, mais toutes les opérations sont déjà prédéterminées. Bon, ça, vous pouvez faire un programme dans une usine de construction d'automobiles, évidemment, le milieu est homogène. Il n'y a que si une grève arrive que tout s'arrête. Mais dans la vie, qui n'est pas une usine de production d'automobiles, et d'ailleurs le mot stratégie vient de l'art de la guerre, de l'art de l'incertitude, ben, la stratégie consiste à recueillir les informations en cours de route pour se modifier elle-même afin d'éviter les catastrophes ou les erreurs. Donc, il est certain que là-dessus, il y a une aide, que la confiance, la complexité peut aider. Autrement dit, la pensée complexe n'élimine pas l'incertitude. Au contraire, elle révèle à quel point nous sommes dans un univers d'incertitude. Et alors, dans notre civilisation, qu'on appelle aujourd'hui la civilisation du risque, qui a été tellement bien étudiée par Ulrich Beck, Lagadec et quelques autres, nous nous rendons compte effectivement que notre civilisation produit des risques inouïs qu'aucune civilisation n'avait pu produire, et pas seulement l'anéantissement par l'arme nucléaire, mais aussi de ces accidents majeurs comme les catastrophes d'un gros avion porteur, etc. Donc, nous avons ce problème fondamental, et nous avons aussi un autre problème, c'est par rapport au futur. Nous sommes effectivement traversés par des courants historiques, comme le courant de la mondialisation, qu'on appelle aussi le développement, l'occidentalisation. Bon, ces courants-là, probablement, continuent leur extension, toujours plus de production, toujours plus de dégradation de la biosphère, toujours plus de voitures en Chine, toujours plus. Mais nous pensons qu'à un moment donné, ce processus ne pourra pas continuer, que la Terre est finie et qu'on ne peut pas lancer dans un mouvement infini d'accroissement, de croissance. Vous pourrez trouver les liens qui permettent d'entendre l'intégralité de la conférence de Edgar Morin dans la fiche support. Pour terminer cette vidéo, je dirais que les objectifs de la pratique de la pensée complexe, par exemple, mettre en œuvre une pratique agontagoniste, donc d'approche paradoxale, pour simplifier et condenser ce qui est partagé comme étant déjà perçu complexe, tout en complexifiant la représentation mentale, l'ouverture dimensionnelle et ou systémique de ce qui paraît une évidence ou se rapproche d'un système de croyance, d'une pensée unique. L'acquisition de cette pratique de la pensée complexe se fait pas à pas, par expérimentation, par observation, par visualisation mentale, des représentations mentales complexes, synthétiques, le RMCS, et par donc un entraînement et un conditionnement mental pour changer le regard en termes de diagnostic, d'action, de choix méthodologiques, des positions méta. Donc nous allons terminer cette vidéo sur ce point et en sachant que les autres vidéos permettent de progresser pas à pas dans le cheminement de chacun.